Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement était l'action. Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. C'est pour ça que je dis avant, notre vie à Paris, elle était géniale et d'un coup, tout a basculé. Ça a été vraiment la merde totale, quoi. Et là, mais je me dis, ça va s'arrêter quand, en fait? Mais ça va s'arrêter quand? Je me sens pas, moi, pas aller très, très bien. Je me dis, bon, juste, voilà, ça va passer. Mais au final, ça passe pas vraiment. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer et de créer la vie dont vous avez vraiment envie. Pour plus de contenu et d'inspiration, rendez-vous sur les sites internet labascule.academy. Aujourd'hui, je rencontre Marie-Charlotte Collet, ancienne infirmière parisienne et créatrice de contenu bordelaise. Marie-Charlotte a fait toutes les bascules en même temps. Quitter son boulot, quitter Paris, faire un deuxième enfant et acheter une maison à rénover. Elle raconte ici les moments difficiles, les moments de doute. Elle se confie aussi sur un deuil qui a chamboulé leur vie de famille. Comment retrouver des repères dans une ville qu'on ne connaît pas? Comment se donner la chance de réussir dans un nouveau domaine? Comment gérer sa vie de famille et ses envies personnelles? Autant de questions que j'ai posées à Marie-Charlotte. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Marie-Charlotte devant ses inspi déco. Belle écoute! Bonjour Marie-Charlotte et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, bonjour, merci de me recevoir. Moi, c'est Marie-Charlotte. J'ai 37 ans, je suis bretonne et je vis à Bordeaux depuis 5 ans avec mon mari et mes 2 petites filles. Et alors moi, comme je te le disais, si je t'ai connue, c'est parce qu'en fait, des auditeurs m'ont demandé à ce que tu racontes ton parcours. Parce que effectivement, tu as un parcours où tu as eu plusieurs bascules. Tu as eu des bascules professionnelles, des bascules géographiques. Donc, ça va être très chouette d'écouter ton parcours. Est-ce que pour commencer, peut-être, tu peux un peu revenir sur le début de ta vie professionnelle, ce que tu faisais à l'époque, où est-ce que tu vivais? Alors, moi, je suis née en Bretagne dans les années 80. Très vite, vers 12-13 ans, j'ai toujours dit que je voulais être infirmière. C'était vraiment un truc que j'avais en moi. Ma maman m'a rappelé ça il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'étais petite, je jouais aux Barbie et énormément, je leur mettais des fils de Scooby-Doo sous le nez, comme si c'était des fils d'oxygène. Ils étaient tout le temps à l'hôpital, ils avaient tout le temps des accidents de voiture, un peu glauques. Mais au final, il y avait vraiment une espèce de vocation, une empathie naturelle que j'ai toujours eue. Et très vite, quand tu es à l'école, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Moi, en plus, j'ai une petite particularité, c'est que je suis dyslexique. Donc, j'ai eu un parcours scolaire pas excellent, vraiment très compliqué. Ma maman a toujours été derrière moi pour m'aider à être meilleure, hein, voilà, parce que il faut orthophoniste et compagnie, tout ça. Et je commence ma carrière d'infirmière à 24 ans. Et effectivement, c'est une vraie vocation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déception entre ce que tu imaginais et quand tu commences à exercer, tu restes vraiment aussi motivée. Alors oui, au début. Oui, oui, bien évidemment, au tout début, les 3 ans d'études, elles sont rythmées, 1 mois d'école, 1 mois de stage, 1 mois d'école, 1 mois de stage. Donc, tu as vraiment le temps de te rendre compte si le métier va te plaire ou non. Beaucoup abandonnent première année, deuxième année, certains à la troisième année parce que tu es confronté à la mort, à la maladie, au corps abîmé, aux insultes sur soignants, à la pauvreté, à la misère sociale. C'est vraiment un métier qui va rassembler beaucoup de choses, d'émotions que tu vas prendre, d'émotions que toi tu vas donner, et puis physiquement aussi. C'est un métier où tu es en général, tu travailles 10-12 heures, tu travailles de nuit, de jour, le week-end, horaire décalé, et ton corps, il est en mouvement parfois pendant 12 heures d'affilée. Donc, c'est vraiment un métier où si tu n'as pas la vocation, tu fais pas long feu, hein. Non, Ouais. non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et déjà, il y a quelque chose de très important, moi, qui m'avait marqué et qui marque d'ailleurs à peu près tous les élèves et tous les élèves infirmiers et infirmières,
c'est que quand tu commences, ils te disent la durée de vie d'une infirmière en milieu hospitalier est à l'époque, moi, elle était de 8 ans. Maintenant, je crois qu'elle est de 6 ans. En milieu hospitalier. Ça ne veut pas dire que tu vas plus être infirmière par la suite, mais tu peux être infirmière, tu peux devenir infirmière prof, infirmière scolaire, infirmière en ambulance, infirmière du travail. Mais en milieu hospitalier, c'est 8 ans. Donc, inévitablement, c'est difficile d'avoir une expertise à l'hôpital puisque les gens, il y a un turnover hyper important. Toi, tu étais infirmière à l'hôpital à la base. Oui, voilà, moi j'étais infirmière à l'hôpital. Je suis passée par pas mal de services, mais j'ai fait l'essentiel de ma carrière en pédiatrie. En pédiatrie, parce que l'adulte malade, c'est pas mon truc. En fait, les enfants malades, un enfant, ça ment pas, ça ne. Les adultes, j'ai déjà exercé avec des adultes. D'ailleurs, les dernières fois les dernières années, j'étais en salle de réveil maternité, donc j'étais avec des femmes prêtes à accoucher. Mais c'est encore un contexte différent. Elles sont pas malades, elles viennent pour quelque chose de sympa plutôt. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de travailler avec les enfants. Et c'est génial, mais c'est aussi encore une difficulté en plus. Je parle au niveau de la maladie et de ce que tu peux emmagasiner comme souffrance, toi, en tant que soignant. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que toi, tu as l'air quand même assez empathique. Comment tu fais pour te préserver alors que, comme tu le dis, tu es confrontée à des situations horribles? Alors, j'avais énormément d'empathie. À 37 ans, je peux dire que j'ai énormément perdu en empathie à cause de mon métier. Ah ouais. Parce que justement, en fait, ce qui est assez particulier, c'est que quand tu es confronté à la mort d'enfants, à la mort d'adultes, à la maladie, à la souffrance extrême, tu es là pour les soigner, pour les couver, pour aider les parents, pour vraiment. Et une fois que tu rentres dans la vie, l'autre vie, la vie avec tes copains, ta famille, tes parents, leurs petits soucis te paraissent totalement dérisoires et du coup, tu perds en empathie. Ah oui, tu perds en empathie par rapport à ta vie à toi. Voilà, et c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment mal vécu. Et j'en ai même parlé à mon psy, on en a longuement. Il y a quelques années, après avoir quitté mon job, 2 ans après, j'ai eu besoin vraiment de parler de tout ça. Et voilà, et finalement, il en arrivait du moins une conclusion. Les psys n'ont pas forcément des conclusions, mais me dire que c'était très certainement toutes ces années où nous, on ne prend pas soin de nous, les soignants. Déjà, tu as un salaire de misère. Avec ce salaire, moi, je vivais à Paris, je n'avais absolument pas les moyens de me payer une séance de psy à 60 balles. Donc, du coup, tu prends tout, pendant ces 10 années, tu prends tout ce que tu peux prendre, t'emmagasines, mais t'as jamais, tu racontes ça à ton conjoint, à tes potes, mais en vrai, t'as pas, c'est pas des soignants, donc t'as personne à qui tu vas raconter tout ça, et ton caractère, il se modifie sans t'en rendre compte. C'est vraiment comme ça que je le perçois là maintenant. Ça fait 5 ans que j'exerce plus. J'ai l'impression que je ne suis plus la même personne que quand j'ai commencé. Certes, j'ai vieilli, j'ai la maternité qui sont passées par là, mais j'ai surtout un rouleau compresseur qui s'appelle la PHP, les hôpitaux de Paris. Bon, ça pourrait être d'autres hôpitaux, hein, mais qui me sont passés dessus, tu sais. Je sais plus qui m'avait sorti aussi cette phrase. Moi, j'ai une communauté, j'ai beaucoup d'infirmières qui me suivent. Et quelqu'un m'avait dit, mais en fait, ils te mettent dans la machine à laver, ils t'essorent. Et quand il n'y a plus rien à tirer, ils te le balancent comme une vieille chaussette, quoi. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai avec ce métier, qui est un métier magnifique, mais on ne peut pas l'exercer dans des bonnes conditions en France. Il faudrait, comme dans l'armée, par exemple, ils ont des sas de décompression. Alors, bien sûr, on ne vit pas la même chose, hein, mais quoique, à long terme, finalement, les traumatismes de guerre, j'ai envie de dire les traumatismes de la maladie qu'on peut voir et les décès, ils peuvent être un peu similaires. Il faudrait, je sais pas, un SOS infirmière en détresse, un truc comme ça, ou peut-être que ça existe et que je me suis jamais renseignée non plus, parce que je crois que quand tu es dans la machine en train de tourner, Ah, t'as pas le temps, ouais. tu te rends pas compte. C'est après, moi, c'est une fois que j'ai démissionné que je me suis rendu compte de ce que je venais de vivre, en fait. Et c'est pour ça qu'on dit post-traumatique, peut-être Oui, parce que tu as fait ça combien de temps? presque 10 ans. Et sur la fin, est-ce que tu commençais à douter un peu ou tu vois, au moment où tu dis que tu as démissionné, tu te posais vraiment des questions depuis un petit moment ou c'est venu d'un coup? Alors, moi, à chaque fois que je me suis posé des questions, en fait, je suis quelqu'un qui
quand il y a quelque chose qui va pas, faut que je le règle de suite. Je ressens un truc, voilà, je ne peux pas rester dans un problème, vraiment. Il faut que je règle le problème. Donc, à chaque fois que j'ai senti que le job me plaisait plus, je cherchais ailleurs en tant qu'infirmière. Donc, en presque 10 ans, j'ai changé 4 fois de service parce que, après j'ai un peu la bougeotte aussi, hein, mais j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et paradoxalement, les dernières années, donc les 3 dernières années, moi j'ai bossé en salle de réveil pédiatrique maternité à l'hôpital Trousseau et je m'y plaisais vraiment très bien. Je travaillais de nuit, j'avais mon rythme, des collègues hyper sympas, j'aimais l'hôpital, bon, moi j'habitais vers la gare du Nord et Trousseau c'est vers Gambetta, du moins dans le 12e. Donc le soir, en plus, j'étais infirmière de nuit, donc c'était pas, ça allait. Au niveau circulation, j'allais en vélo, voilà. Et je me plaisais vraiment dans ce service. J'ai fait mes 2 enfants en travaillant dans ce service-là. Et c'est à l'arrivée de la 2e où on a eu cette envie de partir de Paris. Mais c'est un peu, voilà, c'est là où la bascule s'est faite. C'est pas par un épuisement professionnel que j'ai démissionné. C'est vraiment le fait d'avoir un 2e enfant et notre décision de partir. Ouais, ça a été plus d'abord une envie d'ailleurs, une envie de changement géographique en fait. Je pense pas très clairement que j'aurais osé de la même façon démissionner de mon job, ou peut-être que j'aurais pris un mi-temps avec l'arrivée de la 2e, ou j'aurais peut-être fait autrement. Mais j'aurais attendu, je pense vraiment d'être au top, du moins au top en tant que créatrice de contenu, c'est impossible d'être au top. C'est difficile, on n'est pas maître du jeu, c'est-à-dire que c'est les abonnés qui s'abonnent à ton compte qui vont décider si tu es au top ou pas. Mais moi, j'ai pas eu l'envie du tout d'être créatrice de contenu, jamais en fait. C'était en parallèle de mon job d'infirmière où j'aimais publier. Oui, parce que parlons-en, on n'a pas encore parlé de cet aspect-là, mais parce que du coup, moi, je t'ai d'abord rencontré comme ça, et je pense que beaucoup d'auditeurs te connaissent aussi via les réseaux. C'est parce que du coup, tu as commencé un compte Instagram il y a très longtemps, en parallèle de ta vie d'infirmière. Exactement. Il y a une dizaine d'années, Instagram, moi, je le connaissais juste par ses filtres, comme beaucoup. Voilà, j'avais pas compris l'aspect réseau social du truc. Et puis, quand j'ai approfondi un peu l'appli, j'ai vu que c'était quand même basé vachement sur la photo. Et contrairement à un blog, moi, écrire, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi. Alors, plus maintenant parce que je pratique tous les jours l'écriture sous mes posts, mais je me sentais absolument pas légitime d'écrire. Je savais pas à quoi écrire. Et puis, il y avait toute cette histoire de dyslexie, de faute d'orthographe. J'avais été longuement rabaissée par ces fautes d'orthographe pendant ma scolarité, qui fait que j'avais gardé un traumatisme. D'ailleurs, même encore maintenant, si on vient me faire une réflexion je le prends vraiment très mal parce que, encore une fois, est-ce qu'il y a une personne qui a une jambe en moins dans la rue, on va aller se moquer d'elle? Bah si, il y en a qui le font malheureusement, mais c'est un handicap, hein, la dyslexie, c'est voilà. Et c'est vrai que j'ai d'autres qualités. Je me définis pas par ma façon d'écrire. Alors même si je m'améliore, mais on ne guérit pas de la dyslexie. On le corrige avec une orthophoniste, mais voilà, on n'en guérit pas. Et c'était une petite aparté pour tous les auditeurs qui oseraient me faire. Mais à la limite, ça dépend comment c'est amené. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est un peu, tu sais, comme la prof qui va. Ça m'est déjà arrivé aussi quand j'étais infirmière. Une fois, une autre collègue infirmière a corrigé mes fautes d'orthographe dans mes transmissions au crayon rouge. Je lui ai dit non, mais j'ai pas 5 ans en fait. Tu n'es pas ma maîtresse. Voilà, il y a des limites. Après, par contre, si c'est dit gentiment, Marie-Charlotte, t'as une petite coquille là. Bon, bah voilà, tu vois, je vais dire ah bah oui, merci de me l'avoir fait remarquer, mais en général c'est souvent malveillant quand on me le fait. La mauvaise orthographe en fait, elle est souvent associée à la stupidité, à ce genre de choses, et alors que bah non, pas toujours. Et donc du coup, je me sentais pas forcément légitime d'écrire sous mes posts, et au tout début, moi j'y trouvais vraiment mon compte parce qu'il fallait juste poster des photos. Et je l'ai appelé Home Marie-Charlotte parce que home pour la maison, et qu'on venait d'acheter un appart à Paris dans le 10e. Tu publiais rien sur ton métier, c'était vraiment complètement rien à voir sur la déco. Ah non. D'ailleurs, je n'aurais jamais osé. Je veux dire, maintenant,
le contenu média, il s'est hyper démocratisé. On ose faire des choses. On a vu, ça s'est fait ailleurs, donc on ose faire. Mais à l'époque, moi, parler de mon job d'infirmière, t'as le secret professionnel, de une. Oui. Filmer dans les locaux, ce genre de choses. Peut-être, je pense, 1 ou 2 fois, il m'est arrivé au Nouvel An de faire une photo habillée tout de bleu avec mon masque, mon machin pas au bloc opératoire, mais dans mon service avec des collègues. Mais c'est tout. Et il m'arrivait de temps en temps de parler un petit peu de mon job d'infirmière, mais quand les stories sont arrivées, mais en poste, j'ai juste dit, je suis infirmière en pédiatrie. Et avant les stories, déjà, t'avais pas la parole aussi libérée, tu vois, en poste. J'avais vraiment pas cette envie finalement d'en parler. Je faisais une dichotomie entre mon métier d'infirmière et puis mes petits postes qui étaient vraiment dédiés à la déco. Et donc ça, tu vois dès le début, il y a un engouement dès le début ou c'est vraiment arrivé plus tard? Je pense que c'était arrivé, du moins c'est pas je pense, je suis sûre, je sais exactement l'élément déclencheur. Je suis tombée enceinte de Constance. OK. Donc il y a 8 ans. J'ai commencé à parler de la décoration de sa chambre. J'ai fait appel à des petites créatrices. À l'époque, il n'y avait pas de créatrices sur Instagram ou très peu, c'était Etsy. Voilà, elles devaient être 2-3 à faire des petits trucs en Liberty. Et j'ai fait... alors ça, je le redis souvent parce que dans les podcasts que j'ai pu enregistrer, c'est vraiment, et pour elle et pour moi, pour cette créatrice, elle qui marchait bien, mais c'est vrai que je pense que je lui ai fait pas mal de pub à ce moment-là. Voilà, je lui ai commandé pour environ 700 € de turbulettes, petits fanions pour décorer la chambre. Et avec mon salaire d'infirmière qui n'était pas très élevé, mon mec à l'époque me dit, mais c'est du délire, tu vas pas. J'ai dit, ah, c'est ma première fille. Eh ben, c'est pas grave, même si toi tu veux pas, moi je lui achèterai ça et tout ça. Et bon, bah, c'est assez long à confectionner. Le temps qu'elle me confectionne tout ça, on est presque à la fin de ma grossesse. Et puis, j'avais acheté des petites choses chez Ikea que je customisais et que je montrais des avant-après sur Insta. Et vraiment, moi, j'avais jamais montré une photo de ma tête. Il n'y avait pas de photo de moi, je ne m'étais jamais pris en photo, j'ai jamais fait un selfie de ma vie ou quoi que ce soit. Et une fois, Romain a pris une photo de moi, je suis en train de repeindre un petit meuble Ikea. Et c'est la première fois où on me voit en photo enceinte sur mon compte Instagram. Et je crois que d'humaniser un compte aussi, ça change vraiment la donne. Et c'est là où j'ai eu, c'est passé de 200 potes à 2000 personnes inconnues. Et puis après, c'est exponentiel. Hein, voilà, et tu comprends pas trop ce qui se passe, mais tu trouves ça cool en fait. C'est assez addictif finalement. Hein. Instagram, c'est un petit peu une drogue. Hein. En fait, c'est voilà. Et le réseau social te fait y aller toujours plus. Donc c'est comme ça que ça a commencé, vraiment encore une fois ma bascule entre je montre ma déco et je commence à me montrer sur Instagram. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on te voit beaucoup en fait. Parce que mon compte était essentiellement basé sur. En fait, je trouve qu'un compte Instagram, moi je me suis jamais mis dans des carcans. Du moins dans des cases, pas des carcans, mais dans des cases. Je suis influenceuse food, je suis influenceuse déco, je suis influenceuse. Finalement, j'aime dire que je suis un peu. J'ai une copine un jour qui m'a dit c'est un peu la foire fouille. Je dis c'est un peu la foire fouille. Oui, mais il évolue avec toi, le compte. Exactement, il évolue avec moi. Avant les enfants, c'était la déco et j'avais le temps de cuisiner énormément. Après, c'est les enfants, donc j'ai adoré parcourir les boutiques de vêtements pour enfants, parler de la maternité avec mes abonnés, avec d'autres créatrices de contenu. Voilà, c'était une vraie passion à ce moment-là. Maintenant, mes filles ont 5 et 7 ans. À cette époque-là aussi, on voyait beaucoup mes filles sur Instagram. On les voit toujours beaucoup d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y avait toute cette insouciance aussi qui fait que, je veux dire, on a son petit poupon, on est fier, on est machin, puis à la limite, on fait comme madame tout le monde. Sauf que on voit pas le truc qui grossit, que ton compte Instagram grossit et tout ça. Et petit à petit, moi, quand j'ai commencé à en vivre un petit peu, à avoir des premiers cachets et tout, c'est vrai que tu te dis, est-ce que tu as envie que ton enfant soit ton outil marketing? Non. Ouais. Donc, c'est vrai que j'ai eu envie que mon compte prenne un tournant qui est plus axé. Soit j'arrêtais, c'est-à-dire que voilà, ou que de la déco. Mais moi, j'aime pas parler que d'une seule chose. En fait, c'est trop compliqué, faire vraiment un compte que déco. Alors, ça cartonne. Mais moi, j'ai du mal avec ça. J'aime parler de plein de choses.
Donc, j'ai eu cette envie, finalement, j'aimais la mode, mais pareil, je me sentais pas forcément légitime à faire de la mode parce qu'il y avait des nanas qui en faisaient depuis longtemps hyper bien. Mais en même temps, les gens qui me suivent, ils me suivent pour aussi ce que je suis, ce que je représente et peut-être derrière quelques photos, ce que je pouvais porter. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas me tourner un peu aussi vers ça. Mais voilà, je peux aussi bien présenter une recette, le lendemain, je sais pas, un mur décoré et puis faire un réel mode. Voilà, j'ai pas envie de me fermer, en fait. J'ai envie de faire ce que Ouais. j'ai envie. Et puis, si ça plaît pas trop, moi, si t'as envie que ça plaise quand même, c'est le but. Voilà. Mais attends, du coup, si on revient sur ton parcours, parce que là, donc, t'es encore infirmière, vous décidez que vous voulez partir à Bordeaux, tu Ouais. démissionnes, et là, du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu en vis déjà un peu, ou alors pas du tout? Alors, j'en vis pas, mais je commence à toucher des petites choses. C'est-à-dire que je commence à monétiser un petit peu tout ça. Parce que, il y a un moment donné, tu peux pas, accepter une énième turbulette. Je suis enceinte de Victoire au moment où on va partir et voilà, je suis hyper sollicitée par les marques, de puériculture et tout ça. Bon, il y a un moment donné, tu peux pas, oui, voilà, avoir, 3 babyphones, 8 lits. Donc Oui, puis t'as besoin de vivre aussi, de payer tes factures. mais à l'époque, j'ai encore mon job d'infirmière, de toute Oui. façon. Du moins, au moment où je démissionne, où je décide de me démissionner, pour moi, dans ma tête, c'est assez clair. J'accouche de ma deuxième fille à Paris et on déménage 1 mois après. Non, je dis des bêtises, 2 mois après. Donc à ce moment-là, moi, j'ai pas, je me dis pas: «Je vais vivre de mon compte Instagram». Je me dis: «Mes filles», donc elles ont très peu d'écart, elles ont 22 mois. Ce qui fait que les 2 ne sont pas gardés. Je me dis: «Quand je vais arriver à Bordeaux, autant que je sois auprès de mes filles, puisque le salaire d'infirmière ne couvrira jamais le prix d'une nounou». Donc de là, je suis maman au foyer, j'essaye de faire mes petites photos Instagram comme avant, mais alors là, c'est la catastrophe, hein. Je me rends compte que c'est pas possible. En fait, tu peux pas travailler avec un nouveau-né et une petite fille de 2 ans. C'est impossible. Dans un nouvel environnement, au milieu des cartons, j'allaitais. Bref, c'était pas possible. Mais j'avais quand même l'envie. Mais à ce moment-là, non, il n'est pas question d'en vivre. Parce que au début, du coup, donc t'es avec tes filles, tu te rends compte que c'est juste pas possible de faire quoi que ce soit. Et là, du coup, comment tu envisages un peu la suite? Ton mari, déjà, il peut subvenir pendant cette période à la vie du foyer. En fait, nous, la situation, elle est plutôt chouette quand on décide de partir de Paris. Romain trouve un job 15 jours avant de déménager. On l'appelle pour lui dire qu'enfin c'est validé après 5 entretiens. Voilà. Romain, il bossait en finance chez AXA. Voilà. Et donc, il a ce job à Bordeaux, branle-bas de combat, faut vendre l'appart à Paris, faut faire les cartons. Mais moi, je suis à 15 jours d'accoucher. Donc, Ah ouais! c'est. Ah ouais, 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 c'est, c'est compliqué à ce moment-là dans ma tête, tout fuse. Mais moi, je suis comme ça, en fait. C'est pas grave, je me pose pas de questions, on fonce, on y va. C'est les opportunités, tu les as qu'une fois dans ta vie. Moi, souvent, on me dit: «Ah, t'as de la chance». Je dis: «Non, non, j'ai pas de la chance». Je veux dire, j'ai fait en sorte que ça m'arrive, hein. Je suis pas restée là à attendre, les bras ballants. Non, je veux dire, je provoque les trucs. Romain, moi, mon conjoint, mon mari maintenant, mon mari, lui, il est plus, il va être plus difficile à convaincre, voilà, des changements. C'est moins dans sa façon d'être. Mais par contre, une fois qu'il y est, il va tout faire pour y arriver, en fait. Voilà. Mais à la base, il va être un peu plus long à la détente voilà. Mais une fois que la machine est en route, on y va, quoi. Donc, tous les deux, on est prêts à partir à Bordeaux. On fait les cartons. J'accouche. On continue les cartons bébé en porte, en porte-bébé. En plus, c'est assez compliqué parce que quand tu es infirmière quand tu es infirmière, moi, ma fille, ma première, elle était gardée à la crèche de l'hôpital. Et quand tu ne travailles pas, quand tu es en congé, ils ne prennent pas ton enfant. Donc, je ne sais pas si tu vois, c'est-à-dire que j'avais un nouveau-né et une petite fille de 2 ans et je faisais mes cartons parce que la crèche ne te l'apprend pas quand tu. Voilà, bon, Ouais, pas pratique.
Ah non, mais franchement, l'horreur, en fait. Très, très compliqué, très, très compliqué à gérer. Puis Romain, bah, lui, il bosse toujours, dans son job, et donc Victoire, bah, grandit. Moi, je panique un peu à ce moment-là. Vraiment, je me dis: «Punaise, on n'a toujours pas d'appart à Bordeaux», rien. Parce que c'est un peu la problématique, hein, congé mat et période d'essai pour Romain. Dans son du moins voilà, c'est très compliqué de pouvoir, trouver un appart à Bordeaux qui c'était il y a 5 ans, c'était avant le covid, mais Bordeaux avait déjà le vent en Ouais. poupe. Grâce à des amis, qui, arrivaient de Martinique, 1 an auparavant, ils avaient trouvé une petite maison qui était par un bailleur social et tout ça, et grâce à eux, on a trouvé une petite maison à Bordeaux, et ça, c'était 10 jours avant qu'on déménage, même pas, 1 semaine avant qu'on déménage, on a trouvé l'appart, du moins la petite maison. Sinon, on débarquait chez ma maman. Pourquoi Bordeaux aussi? Parce que ma maman vit à Bordeaux depuis 16 ans, et on aurait emménagé chez ma mère avec nos 2 enfants et tout ça. Non, c'était pas possible. Moi, nous, c'était hors de question d'arriver, puis même quand tu viens d'avoir un bébé, tout ça, tu as envie d'être dans ton petit cocon, quoi. Donc voilà, enfin, on arrive sur Bordeaux, on déménage, on arrive avec nos 2 petites filles, et nous voilà, installés dans cette petite maison, et Romain commence son job quelques jours après. OK, ouais, donc là, toi, tu te retrouves à la maison avec tous les cartons, les enfants et tout. Et j'imagine que tu as pas tout de suite, envie de penser à la suite. Pour l'instant, tu t'installes et cetera et peut-être quelques semaines après, tu te dis: «Bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?» Quelques semaines après, Quelques mois? ouais, non, 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 non. En fait, on avait une super belle vie à Paris, tout était top, tout s'est toujours hyper bien déroulé. Vraiment, j'ai eu l'impression, en arrivant à Bordeaux, que cette nouvelle vie allait être géniale, et puis finalement, on s'est pris une grosse claque. Non pas c'est pas Bordeaux, hein, le problème, c'est tout ce qui a pu se passer dans notre vie, à l'instant T. Voilà, tu peux pas tout faire, en même temps. Je pense qu'il faut, voilà, il faut, parfois, et moi, c'est peut-être un peu mon problème en l'analysant, quelques années plus tard. C'est cette envie-là, toujours de courir après la vie, de toujours bouffer tout, d'une façon un peu boulimique, d'amour, de projets. J'ai vraiment ouais, une problématique, c'est que je ne peux pas ne pas être, en mouvement et en projet. Et là, à ce moment-là, je m'en suis terriblement voulu intérieurement. C'est de me dire: «Mais changer de job pour Romain, moi démissionner, changer de ville, changer d'appart, un deuxième bébé, mais c'est fou, en fait». Et ouais, c'est vraiment, souvent on te dit: «Ah, un déménagement, ça chamboule et tout ça». OK, mais en plus, il y a le changement de ville, quoi, parce que tu vois, tu peux changer de maison déjà, bon, faut retrouver ta terre. Mais quand tu viens d'accoucher, en plus, il te faut une sage-femme pour ta rééducation du périnée, il te faut un pédiatre, il te faut, trouver la pharmacie ou faire tes courses et tout ça. Moi, je me retrouve dans une ville que je connais, bah, que le week-end quand je vais voir ma maman, mais que je ne connais pas pour y vivre. Donc il faut trouver tous ces professionnels de santé, il faut trouver, où faire tes courses, il faut trouver tous tes repères, et bah, petit à petit, avec les hormones, machin et tout ça, je sens que je suis en train d'aller pas très, très bien, en fait. Ouais. Mais encore une fois, à ce moment-là, toi, tu as ton mec qui vient de commencer son nouveau boulot, bon, bah, lui, il est toute la journée au travail, il rentre le soir, bon, bah, il est content de retrouver sa petite famille, sa petite femme, son petit machin, et puis alors moi, c'est la soupe à la grimace, quoi. J'attends qu'une chose, c'est qu'il rentre, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je supporte plus mes enfants, je j'ai pas pu défaire un carton parce que j'ai un nouveau-né. Un nouveau-né, bah, ça demande énormément d'attention, ma grande aussi, et ouais, je sens que je suis en train un peu de vaciller à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu fais pour, pour un peu rebondir, Est-ce que c'est toi qui en prends conscience ou est-ce que c'est d'autres personnes qui te font un peu un petit rappel à l'ordre ou comment tu fais pour sortir de cette dynamique? Mais en fait, tu t'en rends pas vraiment compte. Là, quand tu viens d'avoir un bébé, les gens te disent: «Repose-toi», mais en fait, on adorerait tous se reposer. «Oui, je voudrais bien t'allonger dans mon lit sur 5 heures et dormir». Non, c'est que ton bébé déjà fait des micro-siestes d'1/2 heure, il se réveille, il machin. Entre-temps, il y a eu le biberon, la deuxième, elle commence à faire sur le pot. Voilà, bon, la vie, celles qui ont des enfants et qui m'écouteront comprendront, peut-être celles qui ont pas d'enfants comprendront pas.
Mais c'est vrai que on a beau te dire ménage-toi, repose-toi, mais c'est que tu n'y arrives pas. Et puis là, il y avait encore une autre problématique, c'était le fait d'être arrivée dans cette nouvelle maison et de vouloir former mon petit cocon, donc défaire, mettre les cadres, machin et tout ça. Donc, même si j'essaye, et puis je suis d'une nature plutôt positive, donc je me sens pas, moi, pas aller très, très bien. Je me dis: «Bon, juste, voilà, ça va passer, ça va passer». Mais au final, ça passe pas vraiment et la seule solution que je vois à ce moment-là, c'est trouver un mode de garde, même si ça doit me coûter, cher, mais en même temps, bon, bah, Romain bossait, mais moi je bossais pas donc et vu que j'avais démissionné de la PHP, il y avait une problématique, c'était de toucher le chômage, parce que, vu que j'avais démissionné, bon bref, il a fallu que je fasse pas mal de démarches. Ça a mis presque 14 mois à se débloquer. Ah Donc ouais. voilà, ça aussi, ça a été très compliqué. Donc moi, j'étais sans revenu. Bon après, voilà, je vivais avec mon conjoint, j'étais pas sans revenu, mais c'est pas la même chose. Donc je pouvais pas lui dire, Ouais, on prend sur ton salaire, ouais. mais voilà, et puis on les met chez la nounou alors que moi je suis à la maison. Mais en même temps, comment tu veux développer ta boîte, Ouais. voilà, si moi, à ce moment-là, si je voulais développer Instagram, de toute façon, c'était impossible. Donc on s'est mis à la recherche, voilà, de activement, on s'est inscrit, crèche de ville et tout ça. Et un jour, j'ai eu un rendez-vous. Elle voit ma détresse, mais vraiment, je pense. Et là, elle me dit: «Bon, on va tout faire, mais il y a une liste d'attente et tout ça, mais là, on vous 2 enfants». Et je pense qu'elle a vu, mais parce que j'avais les larmes aux yeux pendant le rendez-vous. Moi, j'ai pas fait exprès d'avoir ces larmes aux yeux, mais je pense qu'elle a vu que j'étais vraiment pas bien. Et quelques semaines, c'était en décembre, donc 6 mois après notre arrivée, on est arrivé en septembre 2018. Elle me dit, «J'ai une place chez une nounou pour, vos 2 filles». Et alors là, je me dis: «Super, ça va m voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de retrouver, une vie, et que mes filles, soient aussi, des petits moments sans moi, et moi sans elles». Donc voilà, donc jusque-là, tout se passe bien. On est en janvier, les filles ont commencé leur intégration chez cette nounou et on a un coup de fil, un dimanche matin. Et j'ai ma belle-mère qui nous appelle pour nous dire, que mon beau-père, est dans le coma, brutalement, voilà. Et puis qu'il faut vite venir parce que c'est la fin. Avec mon mari, on prend notre voiture, on fait, Bordeaux-Saint-Raphaël, plusieurs, centaines de kilomètres, et on débarque et là, bon, moi, on débarque. Moi, entre-temps, j'appelle la réanimation, j'ai l'infirmière et qui me dit: «Faut absolument que vous arriviez, il ne passera pas la nuit». Donc voilà, ça a été un peu la stupéfaction, on s'y Mais attendait pas c'était du oui, c'est ce que tout. j'allais dire, c'était pas un truc, prévu, c'était, c Non, 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 mon beau-père avait un petit, souci de santé depuis quelques mois. Il avait fait une infection pulmonaire, mais c'est marrant parce que c'était, un peu avant le Covid et finalement on se demande si c'était pas le Covid. Mais bon, bref, on ne saura jamais. Ben, c'était, je crois, un an avant, donc est-ce que mais tout voilà, c'était une infection pulmonaire. On n'a jamais su vraiment quelle était la nature de cette infection, jamais. Moi, à un moment donné, même, je me rappelle avoir dit: «Je veux demander le dossier médical, je veux ceci et tout ça». Et puis après, je me suis dit: «De toute façon, ça le fera pas revenir». Et voilà. ouais. Donc on débarque à Saint-Raphaël, avec nos 2 petites filles, et mon mari et ma belle-mère qui est en état de choc. Elle a pas d'autres enfants que Romain et donc là, on prend les choses en main. Elle voulait pas aller à l'hôpital sans nous et puis voilà, on nous dit que c'est la fin, et puis il décède 48 heures, 48 ou 72 heures après. Et là, à ce moment-là, Romain, ah oui, parce qu'il y avait eu, c'est vrai qu'en fait, ça a été cette période a été ponctuée de tellement de choses. En 6 mois, on a vécu tellement de choses. 15 jours après mon accouchement de Victoire, donc 15 jours avant, on apprend qu'on va partir vivre à Bordeaux. 15 jours après mon accouchement, ma belle-mère nous annonce son cancer du sein, donc la maman de Romain. Ah ouais! Moi, ouais, oui, voilà. Et ouais, tu vois, c'est pour ça que je dis avant notre vie à Paris, elle était géniale et d'un coup, tout a basculé. Et Ouais, mais souvent c'est ça, c'est par phase, hein, c'est des cycles, tu vois? ah mais complètement, ça a été vraiment mais la merde totale quoi, voilà. Et Romain en fait, pendant ces 6 mois-là s'est tu,
mais ça se passait extrêmement mal dans son nouveau job. À tel point que il en a démissionné. Quand on est quelques jours après le décès de son père, il a dit je repars pas à Bordeaux, je reste auprès de maman, elle est malade, elle va avoir besoin de moi maintenant que papa n'est plus là, machin et tout ça. Et moi, à ce moment-là, bien sûr, on est OK. Moi, je bosse pas. Les filles, et là, c'est là où je me dis, bah si, en fait, les filles, elles avaient un mode de garde. Et c'est terrible parce que t'as la tristesse qui se mêle. C'est pas ton parent à toi, c'est le parent de ton conjoint. Tu n'as pas le droit de pleurer de la même façon. Tu es là pour soutenir ta belle-mère, ton mari, tes enfants qui viennent de perdre leur grand-père. Mais toi, t'es que la belle-fille finalement. Donc voilà, moi je suis. Mais il y a un moment donné, je me rends compte que moi, je vais perdre cette place que j'ai tant espérée en crèche pour mes filles. Et que c'était peut-être le moment au bout de 6 mois où ça allait hyper mal. Voilà, mais j'ai pas le droit finalement de penser ça parce que moi, j'ai pas le droit d'aller mal. C'est eux qui vont mal, c'est eux qui viennent de perdre leurs parents. Puis même, je m'autorise pas à penser ça, à me dire, je me trouve égoïste de penser ça, tu vois. Donc, voilà, j'ai peur de perdre cette place et j'appelle la directrice de la crèche et je lui en parle. Et cette femme formidable m'a dit, on attendra le temps qu'il faudra attendre. Voilà. Et on est resté un mois, à peu près 1 mois et demi auprès de ma belle-mère, le temps de régler tout, l'enterrement, d'être auprès d'elle. Et puis après, on est revenu à Bordeaux. Voilà, avec nos 2 petites filles qui ont pu commencer leur intégration. Et là, il s'en est suivi un espèce de vide où moi, je bossais pas, Romain avait démissionné. Ouais, On c'est savait ça, plus. c'est du coup, ouais, ton conjoint non plus avait pas de boulot. On savait plus. Alors là, on était sans repère. Et Mais toi, sans repère, t'avais vraiment. pensé à reprendre un boulot d'infirmière ou c'était vraiment pas du tout question pour le moment? Bah, c'est-à-dire que, en fait, entre le moment où j'ai su que les filles allaient reprendre, la crèche et tout ça, du moins une nounou, mon beau-père est décédé, on est partis, on est revenus. J'ai même pas eu Ouais. le temps de me dire, entre le coup de fil de, «On a une place pour vos filles», je n'ai même pas, anticipé. Après, tu veux un job d'infirmière, là, demain, je peux retourner à l'hôpital, en fait. Ils Ouais. ont besoin énormément de personnel. Donc, ça, c'est pas une problématique. Moi, je me dis, si je retourne à l'hôpital, parce que j'y pense, est-ce qu'un jour, mon projet, en fait, j'avais un projet, c'était de monter un salon Made in France à Bordeaux avec justement des articles de puériculture. Voilà, j'avais plein d'envies, plein de choses, mais jamais j'avais pu poser vraiment les bases, puisque je n'ai pas eu le temps. Tout s'est passé d'un coup. Et Romain a commencé à me dire, de toute façon, il n'y a pas de job en finance à Bordeaux. Je vais commencer à postuler à Paris. Et là, mais je me dis, ça va s'arrêter quand, en fait? Ça va s'arrêter quand? Mais tu postules à Paris, pourquoi? Pour retourner bosser à Paris. Mais je lui dis, mais on n'a pas fait tout ça pour rien, là. Je veux dire, on vient de vivre 6 mois horribles. Et là, tu me dis qu'on va repartir à Paris. Mais je suis un peu paniquée à ce moment-là. Vraiment, je me dis, Ouais. mais, et pourtant, je pense que vraiment, ça a été trop condensé, trop pour une seule personne, et pour moi et pour lui. Puis moi, je suis quelqu'un qui va dire mes émotions. Je garde pas pour moi les choses. Donc je lui dis, OK, mais tu y vas tout seul, en fait. Puis alors là, je cogite toute la nuit après avoir dit cette phrase. Tu y vas tout seul, c'est-à-dire toute la semaine, moi avec les enfants et toi tu rentres le week-end? Non, en fait, Marie-Charlotte, pourquoi tu as dit ça? Non, 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 non. Donc il s'ensuit énormément de discussions et tout ça. Et c'est vrai que, pendant quelques mois, on vit sur nos économies, puisqu'on avait vendu l'appart à Paris et qu'on on était en location à Bordeaux. Voilà, on vit un petit peu sur nos économies et moi, je touche, le chômage. Donc à ce moment-là, voilà, la situation se règle de ce niveau-là, à ce niveau-là. Et puis, il s'ensuit pas mal de discussions avec Romain sur le fait que, moi, j'ai cette opportunité-là, de pouvoir, peut-être faire ce que j'ai envie et pas de retourner à l'hôpital. Parce que je sentais très bien que si je retournais à l'hôpital, j'y retournais et puis j'en sortirais pas forcément, en fait. Ça avait été cette porte d'entrée, finalement, le déménagement, de potentiellement pouvoir toucher le chômage à un instant T et de pouvoir me construire professionnellement dans un avenir qui est tout autre que celui du milieu d'infirmière. Romain me dit, écoute, moi, on peut faire ce que tu as fait aussi pendant 6 mois. Toi, tu bosses, voilà, tu essayes de monter ton projet, tu vois comment tu
t'accompagnes aussi de personnes qui peuvent t'aider. Donc là, à ce moment-là, je prends un agent que j'avais déjà un petit peu avant, mais voilà, elle m'aide pas mal à développer mon compte Instagram. Et lui, Romain, bah, vraiment, est papa au foyer, en fait, hein, voilà, avec les filles qui sont quand même gardées, mais s'occupe de toute l'intendance qu'en général, alors pas dans tous les foyers, mais qu'une femme peut faire. Et moi, je rencontre des gens à Bordeaux, j'ai le temps de pouvoir aller déjeuner avec des gens avec qui potentiellement je pouvais faire des partenariats, avec qui je pouvais construire quelque chose. Tout ce temps que je ne pouvais absolument pas faire avec 2 enfants auparavant. Les rôles s'inversent un peu au final, parce que du coup, c'est toi qui reprends un peu une activité professionnelle et ton conjoint qui s'occupe un peu plus des enfants, quoi. Ouais, 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 ça s'inverse. Et finalement, Romain a perdu son papa, il était fils unique. Et en fait, je pense que lui, parce que finalement, c'est tous les deux, lui, sa bascule, elle a été à ce moment-là. Romain a toujours été un élève brillant, il a bossé de suite. Bon, voilà, sa carrière pendant, lui, je crois qu'il a bossé plus de 10 ans chez AXA. Son papa avait une très grosse entreprise, que son seul regret, c'est d'avoir connu son papa qu'à l'âge de 15 ans, parce que il partait à 6 heures du matin et rentrait à 22-23 heures. Et je pense que voir son papa décéder quelque temps après ses 60 ans, ça faisait. Et mes beaux-parents, en fait, ont déménagé en même temps que nous. Nous, on a déménagé à Bordeaux et eux ont déménagé de Paris pour Saint-Raphaël, exactement le même week-end. Donc, ça faisait 6 mois qu'ils étaient arrivés à Saint-Raphaël. Et en fait, voilà, il tout juste à la retraite et tout ça. Et c'est vrai que je pense que Romain, lui, il s'est dit, mais en fait, vivre pour ça, c'est ça, travailler toute sa vie, ne pas avoir ses enfants, ne pas. Et puis à 60 ans, décéder, puis c'est fini. Donc vraiment, il a ressenti ça et moi aussi. On avait des vies de dingue tous les deux. Lui, toute la journée au taf, moi toutes les nuits, 2 enfants en se croisant dans notre appart parisien. Et c'est vrai qu'à Paris, tu as cette vie où tu cours tout le temps. Et on s'est dit, mais en fait, ici, Bordeaux nous offre un cadre quand même bien plus doux, serein, ensoleillé. Et si on essayait d'en profiter à notre façon, et voilà. Et ça a été plein de doutes et plein de problématiques, mais finalement, on a réussi à braver, après cette grosse épreuve, cette première année très compliquée, à s'en sortir. Et maintenant, on se dit peut-être qu'on devait passer par ces épreuves pour y arriver, et on est hyper heureux maintenant. Ce que j'allais dire maintenant, du coup, toi, tu vis vraiment de ta création de contenu, des partenariats. Ouais. Et ton conjoint, du coup, il a retrouvé un travail ou non, pas forcément? Alors Romain, il bosse avec moi maintenant. Ah ouais? Ah, marrant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a acheté une maison, donc on avait vendu notre appart à Paris et on a acheté une maison. Notre situation financière faisait qu'on ne peut pas faire de prêt, hein, tous les deux. Oui, c'est ce que j'allais te demander, Et parce que acheter alors que Ouais. vous n'avez pas de boulot, ouais, il faut effectivement. Du coup, c'est là où c'est toujours compliqué entre la vie privée, ce que tu dévoiles. Ouais. Romain est fils unique, issu son papa est décédé, donc je vous laisse comprendre la suite. Après, c'est aussi la vie de mon mari. Est-ce que je dois tout Ouais, dévoiler? bien sûr. Mais effectivement, dans ce malheur, on a eu, parce que c'est pareil, bon, des gens un peu maladroits, quelle chance, vous n'avez pas de prêt. Bah écoute, j'aurais préféré que mon beau-père soit toujours là, que mon mari ait toujours son papa et mes enfants ses grands-parents, et avoir pu faire un prêt, que mon mari ne démissionne pas. Tu vois, voilà, ça dépend dans quel sens on Ouais. prend le problème. Donc effectivement, non pas, je ne supporte pas dire ce mot, non pas grâce au décès de mon beau-père, mais il fait qu'on a pu acheter une maison avec ce que l'on avait déjà de notre premier appart, et puis ce qui nous a laissé suite à son décès. Et Romain s'est mis à faire des travaux dans notre maison. Alors on a pris une entreprise du bâtiment, bien évidemment, mais voilà, il était un peu chef de chantier, un peu carreleur par-ci, un peu. Non mais voilà, c'est marrant. Pendant toute une année, il s'est vraiment plu à faire des travaux manuels, chose qu'il n'avait absolument jamais fait dans sa vie auparavant. À Paris, il ne savait même pas poser un cadre. Donc voilà, c'est vraiment pour lui un gros changement, en fait, un changement de vie total pour lui, pour moi. Et après cette année de travaux, il s'est mis à faire beaucoup de choses pour moi, parce que moi, ça a commencé à bien marcher. Voilà, vraiment, j'en vivais.
Et puis, plutôt que garder un agent ou en prendre un autre parce qu'en fait, bon, elle était à Paris et à Bordeaux, j'avais été démarchée par des agences et tout ça, mais j'avais envie d'être libre. J'avais été longtemps infirmière en milieu hospitalier où j'avais une hiérarchie et tout ça. J'avais pas envie, d'être en agence. Et puis, Romain faisait ma compta, répondait en dilettante à mes mails, machin et tout ça quand il avait un peu de temps. Et puis à un moment donné, je lui ai dit: En fait, tu bosses avec moi, et il signait toujours à ma place, machin, tout ça. Et puis vraiment, il y a presque 2 ans maintenant, je lui ai dit: «Mais en fait, allez, on bosse ensemble». Et puis voilà, ça a commencé comme ça et on bosse ensemble. On vit tous les 2 sur, mon compte Instagram. Il est Insta husband. Ouais, après on se fait pas un salaire mirobolant parce qu'on a des frais comme tout le monde, hein, mais on n'a pas de prêt. Les gens souvent fabulent. Moi je me verse, 1 700 € par mois. Moi, j'ai pas peur de parler de salaire, c'est Ouais. pas voilà, c'est pas, c'est quasiment équivalent à ce que je gagnais en tant qu'infirmière. Après, il y a toute la partie dotation, qui ne rentre pas dans le salaire et qui est quand même aussi assez conséquent. Oui, mais après, il y a toujours une question de taille de communauté, mais le message aussi que tu véhicules, c'est que t'as pas forcément besoin d'avoir 500 000 abonnés pour gagner ta vie, en fait. Ouais. Et tu as aussi ce côté un peu qualitatif et sur quel segment tu es. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en fait, tu peux te créer ta propre voix aussi. Exactement. Quand tu as un compte Instagram, assez, ciblé comme le mien, quand je dis ciblé, ça cible, une tranche d'âge assez particulière, voilà. Je parle quand même beaucoup, des enfants, de la maternité et tout ça, la déco qui fait que, c'est des gens qui sont dans une tranche d'âge où ils ont, de l'argent plus que, des comptes Instagram qui vont cibler des jeunes de 20 ans. Donc les marques avec qui je travaille, ça, ils le savent. Et donc j'ai des chouettes marques qui me proposent des partenariats et c'est toujours un plaisir. Voilà, moi je les sélectionne, hein, j'en refuse énormément. Je vais essayer d'avoir un positionnement principalement made in France, mais pas toujours, parce que je veux pas non plus m'enfermer que dans ça, mais j'essaye de proposer des choses qualitatives, mais qui puissent rester également abordables, mais pas toujours. Des fois, on me dit: «Ah bah oui, mais ce que tu proposes, moi, je peux pas me l'acheter». Mais je comprends tout à fait et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plusieurs comptes Instagram, qu'il y a plusieurs personnes. Voilà, il y en a pour tout le monde, je pense, mais moi, c'est vrai que je reste sur ce positionnement, un peu quali. Et j'allais dire, est-ce que sur tous tes process un peu de bascule ou tes moments difficiles, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré, des personnes, des livres, des comptes peut-être que tu suis et que tu pourrais recommander? Livres, non, je n'en lis pas beaucoup. Là, ça fait presque 1 an que j'essaye de lire un livre, donc non, j'ai envie de dire plus des personnes qui m'inspirent, je pense je vais être assez bateau, mais par exemple ma maman, moi j'ai une maman qui a été toujours une Célie, battante, qui a toujours œuvré, pour, mon bien-être et tout ça. Même si la relation à ma maman est très, très compliquée, très conflictuelle et mais très aimante aussi. Bon bref, c'est très particulier et très pénible, mais ça reste néanmoins un modèle de femme qui a toujours, été très, très forte et qui s'est sortie de galères, incroyables, de personnes toxiques et voilà, elle m'a toujours montré une force incroyable, ce qui fait que moi, j'ai ça en moi, cette force et j'ai envie de dire, voilà, c'est certainement ma maman qui m'apporte tout ça, plus que finalement un livre ou d'autres personnes. J'ai jamais été dans la fanitude de qui que ce soit de toute façon, voilà, j'adore suivre des comptes et tout ça, mais toute ma vie actuelle, quand je vois d'où je viens, je me dis, je suis heureuse d'en être là, voilà. C'était pas bien parti au tout début, quoi. Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer? Et le conseil, principal, ce serait ne pas avoir peur. Mais ça, c'est ancré en chacun de nous. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, qui ait peur de peu de choses. Encore une fois, je pense que c'est dû à mon éducation et à ma maman et à ma façon de vivre et à ce que j'ai pu, vivre, en tant qu'infirmière, en tant que dyslexique, en tant que voilà, qui
qui fait que je n'ai pas peur. Donc, mon conseil, ce serait n'ayez pas peur. Quand vous avez quelque chose dans le cœur, voilà, que vous ressentez des émotions, allez-y. Peut-être vous allez vous planter, peut-être. En même temps, nous, en arrivant sur Bordeaux, voilà, on s'est dit, mais merde, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est planté, on n'aurait pas dû faire ça. Et puis finalement, il y a un happy end. Voilà, ça a été dur, ça a été très compliqué pendant 1 an. Mais après, tout est merveilleux, finalement. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur toi, il y a ton compte Instagram Homme Marie-Charlotte et tu réponds aux messages privés. Ah oui, je suis... C'est une grande partie de ma journée. Je pense que j'y passe bien 2 heures. Je fais des messages vocaux, je suis très bavarde, j'échange énormément avec ma communauté. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire à ma communauté, échangez avec nous parce qu'on a besoin de vous. Tous ces podcasts, c'est du temps qu'on donne à nos abonnés. On raconte des bouts de vie, des tranches de vie et tout ça. Mais il n'y a pas de monétisation entre nous. Et on a besoin de vous. Si vous voulez que ces comptes Instagram continuent à vivre, il faut absolument nous soutenir en likant et en commentant. C'est important. C'est noté. À bientôt. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci à toi. Belle journée. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.